Beaucoup de gens s'intéressent maintenant à l'écosystème. J'ai notamment fait un podcast récemment avec Thomas Mayol, grand vulgarisateur sur l'éducation financière. On peut payer son McDonald's en crypto. On peut payer nos impôts en crypto aussi en Suisse. Moi, je suis tombée amoureuse de cet écosystème. C'est quand j'ai compris, en fait, les solutions qui étaient apportées au système défaillant dans lequel on est actuellement. Au niveau de la monnaie, au niveau de l'inflation. C'est fou de dire qu'un truc aussi gros est contrôlé par personne. Un montant à 7 chiffres au-delà même pour un bitcoin en 2030, ça me paraît pas fou, vu l'adoption qui est en cours. Si on a une réserve stratégique aux États-Unis, qui va ensuite être copiée par d'autres pays, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'achats de bitcoin. Le fondateur de Binance, il a dit lui-même, toutes les sociétés qui ne se mettront pas en fait au pas vont disparaître. Soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Parce que les gouvernements ne peuvent pas casser le marché du jour au lendemain en réglementant tout et en prenant la main sur le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin, c'était plus 230% de rendement annuel moyen sur les 10 dernières années. C'est un marché qui est passé d'une capitalisation d'environ 18 milliards en 2017 à plus de 1000 milliards. Un marché en pleine explosion, avec des pays comme les États-Unis qui commencent à créer des réserves fédérales de crypto-monnaies ou d'autres entreprises qui investissent massivement dans le domaine. Bref, on le sait, le marché des crypto-monnaies est en pleine explosion ces dernières années. Pourtant, c'est un marché qui peut sembler mystérieux pour beaucoup, très compliqué pour beaucoup. Quand on entend des mots comme blockchain, proof of stake, crypto, altcoin, etc., on peut vite être perdu dans ce milieu et beaucoup de débutants font l'erreur d'investir sans comprendre avant. Et le marché des crypto-monnaies, on le sait, c'est un univers où on peut gagner vite, très rapidement, mais on peut s'y perdre encore plus vite. Et donc il est essentiel de comprendre avant d'investir et c'est tout le but de cet épisode où j'ai le plaisir d'être en compagnie de Morgane. Bienvenue. Bonjour Thomas. C'est un plaisir de t'avoir ici. Donc le but aujourd'hui, c'est qu'on va essayer vraiment de décrypter cet univers, de comprendre comment ça fonctionne, comment on investit intelligemment, quelles sont les erreurs à éviter dans la réalité, pour qu'une personne qui écoute d'ici la fin, elle ait concrètement toutes les cartes en main pour pouvoir débuter sereinement dans l'univers des crypto-monnaies, si ça te convient. C'est parti. Alors juste pour mettre un peu de contexte du coup sur qui tu es, Morgane, donc tu es vulgarisatrice en crypto-monnaie, donc une experte du domaine, tu es notamment chroniqueuse sur BFM Business et sur RTBF sur le sujet. Tu as accompagné un peu plus d'une centaine de personnes avec des profils très variés, allant de 1000 € de patrimoine à plus d'1 million sur se former et investir en crypto-monnaie. Et c'est un domaine qui te passionne et tu essaies de le vulgariser, un peu comme je le fais sur les réseaux sociaux. Et donc ça va être une discussion, je pense, très intéressante pour essayer de à la fois comprendre cet univers, parce que je pense que pour investir intelligemment quelque part, il faut d'abord comprendre, et ensuite investir intelligemment, quelles sont les bonnes stratégies, quelles sont vraiment dans le concret les bonnes plateformes, comment sécuriser ces crypto-monnaies, tous ces sujets qu'on peut se poser comme question. Donc est-ce que pour commencer, il y a un thème qu'on pourrait aborder pour ouvrir un peu notre discussion, c'est une discussion un peu qu'on pourrait avoir, on va dire, en fin de soirée avec des personnes. Un monde où tout le monde paie en Bitcoin. Tout le monde, c'est la monnaie qui est échangée dans tous les pays. C'est quelque chose qui te semble possible, ça? C'est pas utopique? Alors, on peut peut-être partir de ce qui se passe déjà actuellement au niveau des paiements en crypto directement, parce qu'on a eu pas mal d'innovations ces dernières semaines, même ces derniers mois. Par exemple, tu as, pour regarder la France, à Cannes, il y a une initiative qui a été mise en place par le maire David Lisnard, qui, en fait, va recevoir un événement qui est important pour nous, qui s'appelle le ETHCC, donc pour la communauté d'Ethereum, la deuxième crypto mondiale en termes de capitalisation. Eh bien, elle va avoir lieu à Cannes, et le maire a décidé de permettre les paiements en crypto-monnaie dans toute la ville. Ce qu'il a fait, c'est une session d'information qui a permis en fait à plus de 400 commerçants de venir. Ils étaient assez enthousiastes, ils voulaient en apprendre plus sur comment recevoir des cryptos. Et en fait, j'ai regardé les images à la sortie, ils étaient quand même tous assez convaincus. Donc ça, c'est une première initiative, tu vois, qui est française, qui permet cet été de payer dans tous les commerçants à Cannes, donc cannois, en crypto directement. Donc ça, tu vois, ça te donne un use case. C'est pas la seule ville. Il y a aussi eu la ville de Auxerre, qui a permis aussi, avec certains commerçants, d'accepter les cryptos. Et la dernière nouveauté, c'est à Toulouse, possibilité de payer les bus, les tramways, tout ce qui est transport en commun également en crypto. À Toulouse. À Toulouse. Ah ouais, ok. Ça date de quelques semaines, donc tu vois, c'est assez récent. Et de nouveau, ça prouve qu'il y a quand même un intérêt. Alors, il y a aussi eu la vente immobilière d'un terrain à Toulouse, de nouveau, directement en Bitcoin. Toulouse sont très crypto. Voilà, ils sont très crypto, grâce à Bitcoin Imo, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une transaction qui s'est directement faite de Bitcoin à Bitcoin, donc entre l'acquéreur et l'acheteur. De nouveau, ça nous montre qu'il y a un intérêt. Alors, bien sûr, tu as aussi de l'immobilier qui est vendu maintenant à Dubaï, au Portugal. En Suisse, dans un canton en particulier, on peut payer son McDonald's en crypto. On peut payer nos impôts en crypto aussi en Suisse. Donc, Suisse très ouvert à l'écosystème. Okay. Oui, exactement.
Et en Belgique, parce que moi je suis de Bruxelles, tu as les 5 premiers centres commerciaux qui acceptent donc plus de 500 boutiques des cryptos directement. Et puis en France, on a les magasins Printemps, notamment, qui acceptent aussi des paiements. Donc tu vois, tu as des centres commerciaux, des magasins qui commencent à adopter finalement cette technologie par le moyen de paiement en crypto. Et c'est fascinant de voir que ça prend vie. On a aussi des boutiques spécialisées. Tu as le Bitcoin Bazar dans le 18e arrondissement qui permet de payer tout ce qu'il y a dans cette boutique directement avec tes cryptos, donc principalement avec Bitcoin, puisque ce sont voilà, des personnes qui sont vraiment assez focus sur le Bitcoin. Tu as des livres, tu as des portefeuilles, on va en parler un petit peu plus tard, qu'est-ce que c'est un portefeuille en crypto. Donc il y a plein d'initiatives. Donc pour moi, un monde où tout le monde pourra payer en crypto, oui. Est-ce que tout le monde le fera? Peut-être pas. Par contre, la jeune génération, je pense que pour eux, ce sera presque normal de se dire, ben voilà, je vais peut-être payer en crypto ce que j'aimerais acheter. Et je crois que ça a encore plus de sens si jamais on a un euro qui est digital, puisque c'est un peu une volonté, là, clairement, en Europe, qui, en fait, nous soumet quand même à une forme de sanction, d'avoir une alternative qui permettrait d'envoyer de la valeur à quelqu'un ou d'en recevoir de manière décentralisée, sans dépendre d'une banque centrale, d'un État, d'un CEO ou d'une entreprise. Et c'est vrai que c'est un sujet dans le monde entier parce que là on voit qu'il y a plein de use cases qui débarquent en Occident, mais dans des pays par exemple en Afrique ou autre, de base la monnaie, on ne peut pas toujours avoir confiance dans la monnaie, il y a des fois des variations énormes sur les taux de change et les crypto-monnaies ça peut apporter un peu une valeur universelle qu'on peut échanger entre tous les pays aussi dans un système de plus en plus mondialisé. Bien sûr, par exemple, moi j'ai eu la chance d'aller en Turquie. Et en Turquie, tu as en fait, la monnaie avait tellement été dévaluée que tu as 50% de Turcs qui possèdent des cryptos. Alors, principalement du Bitcoin. C'est important de dissocier le Bitcoin et crypto, on va en parler après. Ouais. Mais ils possèdent du Bitcoin. Pourquoi? Pour se protéger de l'inflation. Donc, Bitcoin, c'est aussi un outil qui permet en fait de garder la valeur de l'argent pour lequel on a travaillé et qui nous appartient finalement. Donc, c'est aussi, évidemment, dans les pays du Sud, tu as cité l'Afrique, il y a l'Amérique latine. C'est bien pour ça que le El Salvador, c'est le premier pays qui en a fait une monnaie étatique. Le Bitcoin. Il y a eu la République centrafrique aussi, qui est le deuxième pays. Puis on a de plus en plus de pays maintenant qui s'intéressent. Au Brésil, c'est un moyen de paiement légal. Au Japon, enfin, tu as plein d'initiatives comme ça qui arrivent. Et clairement, on a de la chance, nous, en Europe, de peut-être pas le sentir à ce point-là. L'inflation qui nous frappe chaque année. Au plus, il y a de l'argent qui est imprimé, au moins l'argent qu'on possède vaut quelque chose. On est tous frappés par ça. Oui, c'est une alternative, c'est un moyen de se protéger concrètement en fait, et encore plus dans les pays effectivement comme tu l'as très justement mentionné, qui ont des dévaluations qui sont astronomiques parfois. L'argent est même mis dans les rues tellement ça ne vaut plus rien. Donc c'est un moyen de protéger son argent parce que comme tu dis c'est une monnaie, on peut pas, par exemple le Bitcoin on peut pas en créer en plus, il y a une quantité limitée, il en existe 21 millions, pas un de plus. Exact. Et donc c'est plutôt déflationniste à l'inverse que inflationniste. Oui, c'est une des grosses valeurs de Bitcoin, c'est qu'il est rare. Les 21 millions, ils ont été pensés par Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, pour avoir un actif qui serait limité en termes d'émissions. Pourquoi? Justement, pour avoir l'inverse des monnaies fiduciaires, on appelle ça donc les monnaies fiat money, donc l'euro, le dollar, où on peut imprimer, et effectivement, on est frappé par l'inflation ici. En tout cas, avec Bitcoin, ça n'existe pas. Alors, est-ce que ça pourrait changer à un moment? Est-ce qu'une partie de la communauté voudrait avoir plus de 21 millions? Alors, dans ce cas-là, il y aura un fork, il y aura un démembrement de la blockchain de Bitcoin. Mais actuellement, ce n'est pas du tout prévu et on va rester sur les 21 millions en 2140. Le dernier Bitcoin sera créé à ce moment-là. C'est super intéressant et on voit que du coup, comme tu le dis, ça se développe énormément, c'est de plus en plus adopté. Il y a des gouvernements qui investissent dessus, des institutions. Et donc, de plus en plus, en tant que particulier, on se dit que ça peut être intéressant de se positionner dessus. Mais c'est vrai que ça semble très obscur des fois pour les personnes de l'extérieur. Ils se disent, c'est quoi un peu tout ce jargon? C'est du jargon un peu de la tech, des fois du Web3, etc. Si on se prend un peu un défi d'essayer de vulgariser cet univers des crypto-monnaies, et je sais que c'est ce que tu fais très bien, si on prend déjà Bitcoin, crypto-monnaie et blockchain, qui sont un peu trois mots très importants dans ce secteur, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? C'est quoi au final? C'est quoi la différence entre tout ça? Bien sûr, déjà c'est bien cette manière de présenter ces trois piliers-là parce que ça me permet de faire la différence entre Bitcoin et les cryptos. Alors, la première chose, c'est que Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est la toute première crypto-monnaie qui a été créée par Satoshi Nakamoto, qui a écrit le livre blanc le 31 octobre 2008. Alors, Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est. Ça pourrait être un homme, un groupe de personnes, une femme, a priori
potentiellement plusieurs personnes. Voilà, on ne saura jamais. Incroyable. Et il y avait cette volonté en fait d'avoir une manière alternative de s'échanger de la valeur, peer-to-peer, electronic cash system. Donc c'était vraiment 9 pages qui ont été écrites, le livre blanc de Bitcoin, pour développer cette manière de créer une monnaie qui ne dépendrait pas d'un État, qui ne dépendrait pas d'un pays, d'un CEO, etc. Donc Bitcoin, c'est la première fois qu'on arrivait à créer cette monnaie décentralisée qui est aujourd'hui la plus connue au monde. Ça fait 16 ans que Bitcoin existe. Il a été créé pour la première fois dans le bloc Genesis. Le bloc Genesis, c'est le tout premier bloc sur la blockchain. Je vais parler de la blockchain juste après, mais c'est important de comprendre. C'était en janvier 2009 et depuis, il ne s'est plus arrêté. Donc Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? C'est une réussite. Tous les projets avant Bitcoin, ils ont échoué. Parce qu'il y avait un problème de centralisation, parce qu'on ne pouvait pas contrôler l'inflation. Et en fait, je pense que Bitcoin a appris des erreurs de ses prédécesseurs, de ses ancêtres. Il y en a eu plein. Hein. Il y a eu Nick Szabo, Adam Back qui a introduit la cryptographie, qui a introduit plutôt la preuve de travail, qui est un cryptographe assez connu. Et il a été cité notamment dans le livre blanc. Donc ça montre bien que Satoshi il a appris de ces personnes-là. Et il y a aussi David Chaum, voilà, pour le citer également. Et donc Bitcoin, finalement, c'est quelque chose qui est la réussite, qui est rare, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. C'est aussi finalement le réseau le plus décentralisé qu'on ait actuellement. Il faut comprendre, je vais parler un peu de la blockchain après, que comme c'est la plus ancienne, c'est là où il y a le plus de monde et au plus un réseau est fort, au plus il y a de personnes sur un réseau, au plus le réseau est fort. Ça, c'est la loi de Metcalfe. Et Bitcoin, il jouit quand même d'une communauté qui est énorme puisqu'il existe depuis 16 ans par rapport à d'autres projets qui sont beaucoup plus jeunes. Il y a des milliers de nœuds qui sécurisent le réseau et qui sont partout dans le monde. Ça, c'est quand même aussi une grosse plus-value de Bitcoin. Donc, ça, c'est très abstrait pour les personnes de se représenter ça. Je pense des nœuds qui sécurisent, un truc qui fonctionne. C'est des ordinateurs, en fait, qui sont connectés à la blockchain et qui sécurisent le tout. Donc, c'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas une faille de sécurité qui peut venir, en fait, détruire qui peut venir casser, on va dire, le réseau. Puisque tant qu'il y a des ordinateurs qui continueront à tourner, eh ben, en fait, nous, on reste sécurisés sur la blockchain de Bitcoin. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de gros hack. Hein. Sur Bitcoin, il y a eu des petits soucis, mais ça, je crois que ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a eu aucun problème, en tout cas d'un point de vue sécurité sur Bitcoin, et c'est ça que Bitcoin a, que clairement les autres cryptos n'ont pas. C'est une forme de légitimité aussi, on voit maintenant avec Trump, on voit avec les ETF, on voit avec tous les institutionnels qui commencent à l'acheter, peut-être même les GAFAM qui doivent maintenant prendre des décisions. Est-ce qu'on va mettre une partie de notre trésorerie en Bitcoin ? Donc Bitcoin, c'est ça, c'est la plus grosse crypto, la première, et je pense qu'elle jouira toujours de cette aura. On ne pourra pas lui enlever, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui pensent que Bitcoin est la seule crypto qui vaut quelque chose. Et c'est fou de dire qu'un truc aussi gros est contrôlé par personne, que c'est contrôlé par tout le monde en fait. Par tout le monde en même temps. Ouais. En fait, ce que j'aime avec Bitcoin, c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'on remet tout le monde sur un même pied d'égalité. Ce n'est plus une poignée de personnes, une élite qui possède en fait accès à un réseau où on va dire à la plus grosse partie. Non, tout le monde peut rentrer avec les moyens qu'il a, parce qu'en fait, on ne doit pas acheter un bitcoin, on peut acheter des petites parts de bitcoin, puisqu'un bitcoin est divisible par un satoshi. Donc, c'est 0 chiffre après la virgule. Donc, en fait, on peut commencer avec 1 euro, 10 euros, 20 euros. Il n'y a pas de conditions pour entrer sur le réseau de Bitcoin. Et c'est ça, Bitcoin. C'est vraiment cette force qu'il a et toute une communauté derrière qui le défend. Ensuite, avec Bitcoin, qui a eu ce succès en fait, international, eh bien, en fait, il y a eu plein de projets qui sont arrivés. Donc, aujourd'hui, on a Ethereum, qui est la deuxième crypto mondiale. On a des projets comme Cardano, comme Solana, comme X. On en a plein. La grosse différence entre Bitcoin et les cryptos, en fait, les cryptos, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des altcoins. Altcoin, qu'est-ce que ça veut dire ? Alternative coin. Toute crypto qui n'est pas Bitcoin est en fait un altcoin. Et on en a énormément, Thomas. Je ne pourrais même pas te citer le nombre, tellement on en a. Il y en a tous les jours des nouvelles. Par contre, il y a des sous-catégories. Par exemple, dans les altcoins, tu vas avoir des layers 1, des layers 2, de la DeFi, des real-world assets, des DePIN. Donc, chaque catégorie d'altcoin a en fait une mission, un secteur sur lequel il essaye d'apporter quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est le marché des cryptos qui est énorme. Donc on est sur... ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Tu as des consensus comme la Proof of Work, comme Bitcoin, par exemple, pour un Dogecoin, on va dire, voilà, pour donner un exemple concret. Et puis tu as la Proof of Stake, qui va plutôt être pour un Ethereum, un Cardano, un Solana. Et donc, c'est des modes de consensus qui sont différents et le marché est en pleine explosion. Ça, c'est le gros marché des cryptos. À ne pas confondre avec Bitcoin, effectivement, qui est la toute première et qui offre une sécurité quand même, qui est une traçabilité aussi, un historique qui est remarquable. Voilà. Ça, c'est la grosse différence. Et puis ensuite, tu as la blockchain.
Il me semble que c'est le troisième pilier. La blockchain, en fait, c'est ce qui permet... Alors, pas toutes les cryptos sont sur les blockchains, c'est important de le dire. Mais en l'occurrence, Bitcoin, par exemple, sa blockchain s'appelle Bitcoin. Et en fait, la monnaie sur laquelle je vais payer sur la blockchain de Bitcoin s'appelle Bitcoin. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, les gens confondent les notions. Ethereum, par exemple, tu as la blockchain Ethereum. Et en fait, la crypto native, le coin natif sur lequel je vais payer sur cette blockchain, c'est l'Ether. Et on peut faire pareil avec Solana, la blockchain, et le Sol. Bon, donc si je dis je te paie en Ethereum, au final, c'est un abus de langage. Parce que moi, je te paie en c'est de Ether. l'Ether. Okay. Oui. Si on est vraiment précis. Si on veut, mais bon, évidemment, voilà, on relève pas, mais c'est vrai qu'on confond souvent le nom du coin et de la blockchain. Mais qu'est-ce que c'est la blockchain? C'est la technologie qui va rendre possible les plus grosses cryptos dont j'ai parlé. Par exemple, tu as en fait cette conception, en fait, on la décrit différemment. Ça peut être un grand livre comptable sur lequel on va pouvoir voir tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est 100% transparent, il y a une immuabilité des informations. On ne peut pas venir modifier une information qui a été rentrée dans un bloc. Et puis, tu as aussi... Parce qu'en fait, une blockchain, qu'est-ce que c'est? Ce sont des blocs, les uns à côté des autres, qui sont en fait reliés les uns aux autres. Ils sont enchaînés. Donc, vraiment, l'étymologie blockchain, c'est des blocs enchaînés les uns aux autres. Alors, c'est un peu technique si je veux rentrer dans pourquoi ils sont enchaînés, mais ce qu'on peut en garder comme définition la plus simple, je pense, pour les débutants qui vont nous écouter, c'est un grand cahier sur lequel tout le monde peut écrire et personne ne peut effacer ce qui a été marqué. Tout le monde peut regarder ce qui se passe sur ce grand cahier. Et c'est une grosse base de données, en fait, qui permet une rapidité qu'on n'a jamais vue auparavant. Pourquoi? Parce que la blockchain est décentralisée. On n'a pas un organe central qui va prendre les décisions pour tout le monde. Donc, on n'a pas de tiers de confiance non plus. C'est de personne à personne, de pair à pair, on appelle ça. Donc, ça va beaucoup plus vite. Souvent, ça coûte moins cher d'utiliser une blockchain que les services traditionnels. Et la blockchain, elle a vraiment trouvé en Bitcoin, la toute première crypto, une utilité qui maintenant est convoitée par des entreprises et par des États. Ouais, parce que là, c'est un point important que tu soulèves. Quand on pense crypto-monnaie, on se dit juste que c'est un truc volatile, le casino, et juste une monnaie. Au final, le Bitcoin, c'est une monnaie, une valeur de refuge, mais au final, les blockchains, elles ont des utilités derrière sur des blockchains comme Ethereum. On peut faire des contrats intelligents, des smart contracts, et peut-être qu'à l'avenir, on pourrait au final acheter un bien immobilier via la blockchain et que le contrat serait fait via la blockchain. Et en fait, ça pourrait avoir plein d'applicatifs. Tout serait décentralisé et ce serait un peu l'ordinateur qui vérifie tout ça. Complètement. En fait, il y a vraiment Bitcoin, il y a le marché des cryptos, il y a la spéculation, mais il y a aussi la révolution monétaire qui en fait a été amenée par Bitcoin, qui est en fait un moyen alternatif de s'échanger de la valeur. Et le seul support que Satoshi Nakamoto a trouvé, c'était la blockchain. Parce qu'en fait, la blockchain permet ça. Ça peut être de l'argent, ça peut être des données aussi. Donc, il n'y a pas que le côté argent. C'est juste, en fait, une base de données, vraiment ce grand livre comptable où on va rentrer toutes les informations et on va avoir une traçabilité qui est totale. Je peux regarder tout ce qui se passe à tout instant sur la blockchain de Bitcoin, par exemple. Ce qui n'existe pas ça n'existe pas dans le monde traditionnel. On ne sait pas où les euros vont, on n'a aucun contrôle. Ici, on est vraiment sur quelque chose qui est totalement différent et ça intéresse beaucoup les entreprises, par exemple, qui veulent protéger, par exemple, leurs informations. Tu sais, par exemple, dans le milieu médical, j'en ai parlé dernièrement, il y a beaucoup de cyberattaques parce que c'est des données extrêmement sensibles. Eh bien, en fait, utiliser peut-être une technologie comme la blockchain où il y a une décentralisation, on n'a plus une seule faille de sécurité, ce qui est le cas dans les entités centralisées qu'on connaît, les grosses sociétés. En fait, au niveau sécurité, on est quand même là. Et donc, ça permettrait peut-être de se protéger au niveau du data hospitalier, mais ça peut être n'importe quelle donnée sensible. Et c'est là où tu vois, il y a de plus en plus du coup, des premiers CHU et hôpitaux en France notamment, qui ont rejoint un projet qui essaye justement de protéger tout ce qui est data. Donc ça, c'est une application par rapport à tout ce qu'on pourrait voir, quoi, pour te donner un peu de concret. Donc oui, la blockchain aujourd'hui, c'est tout ce qui doit être traçable. À chaque fois qu'on doit avoir une protection pour être sûr que quelqu'un ne va pas modifier, tu sais, une info. Parce qu'en fait, l'humain, il y a des failles chez l'humain et on ne sait pas toujours à qui on fait confiance. Et les sociétés auxquelles on donne nos données aussi, en fait, elles en font un peu ce qu'elles veulent, certaines. Elles peuvent même les revendre. Chez nous, si on a une version sur la blockchain, ça n'existera pas. Parce que ça serait tracé. Ça, c'est un point hyper intéressant que tu soulèves parce que tu parles que la blockchain, c'est un niveau de sécurité supérieur. Alors qu'au contraire, il y a beaucoup de personnes qui, quand on leur parle de crypto-monnaie, ils l'associent plutôt à un niveau de sécurité qui est plutôt très bas parce qu'ils vont penser directement aux volatilités extrêmes. Déjà, le risque en fait, sur le marché des crypto-monnaies. Et ils vont aussi penser à blanchiment d'argent, fraude, hacking, même on entend kidnapping récemment. Est-ce que c'est un univers qui est risqué au final, les crypto-monnaies, que ce soit en tant qu'acheteur, en tant qu'utilisateur?
Comment en fait aussi le monde des cryptos peut s'enlever un peu de cette image, quoi. Alors, je pense qu'il y avait le Bitcoin du début, qui effectivement a pu être utilisé puisque c'était alternatif et qu'il n'y avait pas de contrôle. En fait, c'était de personne à personne, notamment avec Silk Road, etc. Bon, mais le Bitcoin aujourd'hui, qui est acheté par des États, qui est acheté par des entreprises potentiellement qui sont cotées en bourse, c'est deux univers complètement différents. Par contre, effectivement, est-ce qu'il y a une volatilité complètement ? On ne peut pas enlever la volatilité de cet écosystème, mais pour te donner un exemple, c'est grâce à cette volatilité quand même qu'on peut connaître des montées extraordinaires à certains moments, dans ce qu'on appelle nous un bull run, donc c'est l'explosion en fait du marché. Je suis rentrée en 2021, petite investisseuse, début d'année. Je voulais commencer avec une petite somme pour pouvoir mettre un petit peu plus courant d'année. Et en fait, tu as un Solana qui a commencé l'année à $1 et qui est monté à $250 en novembre. Fois 250, c'est pas mal. En 10 mois. Ouais. Quel actif fait ça ? Aucun. Donc, oui, la volatilité, en fait, elle est inhérente à cet écosystème. C'est ce qui peut plaire à certains parce qu'il y a un côté un peu, effectivement, effet démultiplicateur par rapport à ce qu'on pourrait connaître en bourse ou clairement en immobilier où on est quand même beaucoup plus... voilà, c'est un peu plus lent. Hein. Mais c'est ce qui fait que le potentiel est aussi là. Évidemment, le risque est inhérent. C'est pour ça que, si tu veux, par exemple, Bitcoin, il est de moins en moins volatile. On s'en rend compte sur les années quand même parce qu'il devient très gros. Il y a des milliards qui rentrent, notamment avec l'ETF de BlackRock et d'autres sur Bitcoin en spot. Donc là, il commence un petit peu à être beaucoup moins... je veux dire, en 2011, il était à $1. Hein. Bitcoin, je sais pas. C'est fou. En Qu'il y ait des 2020, personnes qui achetaient à $1. Il était à 8000. Ouais. Donc, je veux dire, oui, là aujourd'hui, forcément, nous, on le regarde aujourd'hui, on a l'impression que... Bon, après, il y a les cryptos, à ne pas confondre, mais c'est vrai que la volatilité fait partie de cet écosystème. Par contre, pour répondre à ta question sur le côté kidnapping, oui, les gens qui sont rentrés tôt dans cet écosystème et qui ont été assez visibles rapidement, aujourd'hui, vu qu'on voit le potentiel de cet écosystème d'un point de vue investissement, si on sait que c'était des gens qui avaient beaucoup de crypto, on imagine que leur patrimoine est important. Ça devient potentiellement des cibles. Et ça va dépendre de comment on se protège, de qu'est-ce qu'on a mis en place. Effectivement, là, récemment, par contre, il y a eu quand même beaucoup de cas. C'est un peu alarmant et en même temps, je pense que l'humain reste toujours pareil. Là, c'est les cryptos, mais ça aurait pu être avec autre chose. Je veux dire, dès qu'il y a de l'argent, en fait. Quelque part. Voilà. Il y a du danger. En fait, c'est une mauvaise idée de s'en prendre aux personnes qui ont des cryptos, puisqu'on est sur la blockchain et que tout est traçable. Donc maintenant, j'espère que les personnes qui veulent s'en prendre aux gens qui ont des cryptos ont compris que ce n'était pas une bonne idée, puisqu'en fait, on peut voir l'envoi de crypto à quelqu'un et retracer si cette personne, à un moment, veut sortir son argent ou passer en euros, etc. En fait, c'est pas une bonne idée de s'en prendre à ceux qui ont des cryptos. Donc ça, c'est quand même une réalité et on s'en rend compte aussi. Parce que je pense qu'en fait, ils se disent que si demain, j'enlève un millionnaire et que je lui dis de faire un virement de 5 millions d'un compte de banque à un autre, oui, la banque va bloquer, va dire non, alors qu'ils se disent qu'avec les crypto-monnaies, il y a juste à appuyer et ça sera envoyé directement, alors que c'est pas vraiment le cas, en fait. C'est pas vraiment le cas. Non, il faut faire très attention et je pense que justement, finalement, tout ce qui se passe en ce moment, le kidnapping, etc., on a bien vu que l'argent, finalement, ils ne l'ont jamais. Hein. Tous ces gens qui ont tenté En fait, si tu veux, la blockchain, c'est un peu ça, notre garde-fou. C'est qu'en fait, on ne doit plus faire confiance à quelqu'un, on peut tout vérifier. Si je peux tout vérifier, je peux voir ce qui se passe. Alors oui, après, tu as des protocoles comme Tornado Cash, etc. Bon, je ne vais pas essayer de rentrer là-dedans, mais dans les grandes lignes, ça n'a pas de sens de s'en prendre à quelqu'un qui a beaucoup de crypto. Et il y a de plus en plus, je pense, de sécurité aussi qui vont se développer justement autour de cet écosystème, parce qu'effectivement, tu as beaucoup de gens qui gagnent maintenant, qui sont devenus millionnaires, voire milliardaires pour certains, parce qu'ils avaient investi il y a 10 ans. Au début, c'est une réalité. Ça fait perdre d'argent à beaucoup de monde, mais ça en a fait gagner aussi beaucoup à plein de monde. Complètement. Et je pense qu'on sous-estime le fait de tenir ses actifs sur la durée. On veut toujours avoir une vision court terme, et c'est là où pour moi, les cryptos, et surtout Bitcoin, c'est pas un casino, en fait. Hein. Vraiment, si on a une vision long terme, on s'est rendu compte, sur les 10 dernières années, que c'était beaucoup plus profitable en termes de ROI, en retour sur investissement, de tenir ses actifs. Évidemment, il faut bien les choisir, mais si on reste typiquement sur un Bitcoin, on est quand même plutôt safe. Parce que ça, c'est un point. Il y a beaucoup de personnes qui disent voilà, le Bitcoin en 2008, ça valait $1, et aujourd'hui, ça en vaut, au moment où on enregistre cette vidéo, à peu près 70 000, mais ça peut varier tout le temps. Oui. Et donc, il y a des personnes qui disent ouais, les personnes qui ont acheté en 2008, ça veut dire qu'elles ont fait fois 70 000. Mais en fait, ce qu'il faut visualiser, c'est que, imaginons, je suis une personne en 2008 qui achète un Bitcoin à $1, que personne ne sait ce que c'est le Bitcoin à cette époque, et là, d'un coup, je le vois passer à $10, je fais x10.
il y a de très grandes chances que je me dise waouh et je retire tout directement et je vais pas attendre peut-être 10 ans plus tard en me disant ça peut faire fois 70 000. Et du coup, il y a très peu de personnes qui sont restées au final sur toute la durée. C'est quand même très difficile aussi de pouvoir tenir sur le long terme comme ça. C'est vrai. Je pense que les bitcoins maximalistes, on les appelle comme ça, eux, ils ont peut-être plus de chances d'avoir tenu leur bitcoin parce qu'ils y croient tellement, ils font pas ça pour l'argent. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien, moi, souvent, quand les gens viennent chez moi, en fait, j'aime pas trop les personnes qui viennent et qui me disent « Ah, ben, je veux juste faire un x10 et puis je sors. » Et ils comprennent pas Bitcoin, ils comprennent pas l'écosystème. Et en fait, c'est dommage parce qu'ils passent à côté du Graal de ce secteur, qui est de comprendre en fait la politique monétaire traditionnelle et qu'est-ce que cet écosystème nous offre, qui est complètement l'opposé, la liberté que ça peut nous donner. Et je pense que quand quelqu'un comprend ça, il a peut-être plus envie de garder son Bitcoin aussi. L'aspect conviction derrière qui est philosophique important. Moi, je suis tombée amoureuse de cet écosystème. Alors, ok, je suis rentrée quand tout a explosé, donc je voulais comprendre, mais c'est quand j'ai compris en fait les solutions qui étaient apportées au système défaillant dans lequel on est actuellement, au niveau de la monnaie, au niveau de l'inflation, au niveau de le manque de transparence, au niveau de, enfin même une forme d'égalité. Tu parlais voilà, des pays du Sud, etc. Moi, j'aime bien cette inclusion, le fait que tout le monde peut participer, et c'est ça qui est beau. Dans Bitcoin, c'est un peu la monnaie du peuple qui a été démocratisée. Ouais. Imaginons, là, je nous écoute, je suis totalement débutant en crypto-monnaie, et je me dis, moi, ça m'intéresserait d'acheter, pour essayer du Bitcoin, d'acheter un peu d'Ethereum ou autre. Comment on fait pour investir en crypto-monnaie ? Il vaut mieux passer par quelle plateforme ? Qu'est-ce que je dois télécharger sur mon téléphone, sur mon ordinateur ? Il vaut mieux, c'est quoi les meilleurs endroits pour acheter des crypto-monnaies ? Complètement. Alors, dans un premier temps, vous allez avoir besoin... Alors, moi, j'aime bien recommander avoir un email dédié aux cryptos. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Si vous le faites dès le départ, ça va vraiment... voilà, vous allez avoir une traçabilité après qui va être superbe. Et puis, surtout, vous allez aussi faire la distinction entre vos mails de tous les jours où vous recevez vos factures ou des mails pro et les cryptos. C'est un investissement. Quand on investit, on s'investit aussi. Et je trouve que ça fait partie des petits devoirs. Donc, un email dédié aux cryptos, ça va vraiment vous aider. Ensuite, vous allez trouver une plateforme d'achat. C'est ce qu'on appelle en anglais un exchange. Souvent, ça va être des centralized exchange, donc c'est-à-dire une entité centralisée où il y a un CEO, des serveurs quelque part. Typiquement, les deux dont moi je parle, moi j'ai une petite formation, 44 vidéos disponibles à vie. Je parle de Coinbase et Binance. Pourquoi ? Parce qu'elles sont un petit peu disponibles partout. Quand on démarre de zéro, Coinbase, c'est bien, parce que c'est très intuitif. Vraiment, pour ceux qui n'y connaissent rien, quelques clics, on peut acheter nos cryptos, même si moi j'ai des petites astuces pour payer moins cher en allant dans le côté advance en pro trading. Mais voilà. Et sinon, Binance, là, il y a un choix beaucoup plus important de cryptos. Mais c'est vrai que quand on se connecte pour la première fois à Binance, les personnes souvent me disent j'ai l'impression que je suis dans Matrix. Ils voient des chartes de partout, des bougies, ils ne comprennent pas trop. Donc c'est vrai que ça, c'est quand on est un peu plus aguerri. Mais sinon, je voulais parler de 2 autres plateformes aussi qui ont un avantage, c'est d'avoir des équipes qui sont françaises derrière. Donc notamment Meria, qui est une plateforme. De Asher, Owen Simonin. Voilà, Owen Simonin, il y a toute une équipe qui est derrière. Et ce qui est bien, c'est que quand on va demander, parce qu'il faut être honnête, un Binance ou un Coinbase, quand on a un souci, on va dans le chat, il faut parler en anglais, on peut attendre des heures des fois. Meria, vous avez une équipe française derrière, ça peut être chouette. Et ils font aussi du lending borrowing, donc des prêts et emprunts et du stacking. Donc, voilà, ça, c'est intéressant. Et la dernière, c'est si vous êtes un Bitcoin maximaliste ou que vous avez l'impression que vous voulez vraiment rester focus sur Bitcoin, ce qui est pour certains une très bonne idée, et pour la majorité d'ailleurs des gens, Bull Bitcoin. Et eux, ils ne font que de l'achat et de la vente de Bitcoin. C'est des Bitcoin maximalistes. C'est une équipe que j'ai rencontrée aussi. Ils sont chouettes, ils parlent français. Et ils vont bientôt mettre des ordres limites. J'expliquerai peut-être un peu plus tard c'est quoi un ordre limite. Donc ça, c'est des petites plateformes typiquement que je trouve qui sont intéressantes. Alors attention, email dédié aux cryptos. Votre plateforme, vous allez échanger vos cryptos contre vos euros contre des cryptos, du coup, en l'occurrence. Par contre, vous allez peut-être avoir du mal à lier votre moyen de paiement. Donc, il faut trouver la plateforme qui va accepter. Vous aurez peut-être plus facile avec un Bull Bitcoin ou un Meria. Mais c'est vrai que sur, typiquement, un Binance, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont du mal à trouver comment faire le transfert d'euros, en fait, sur la plateforme. Parce que les banques vont bloquer des fois. Elles vont se dire c'est frauduleux. Exactement. Donc, il faut trouver vraiment, je suis dans quel pays ? Quelle plateforme est ouverte pour moi ? Est-ce qu'elle est compliant MiCA ? Parce que maintenant, on a un règlement européen. Donc, il faut quand même avoir une forme de compliance. Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes avec cette plateforme ? Et aussi faire jouer les devis au niveau des frais, parce que les frais peuvent être quand même assez hauts selon où j'ai envie d'acheter mes cryptos. Donc, c'est les petits critères que je donnerais pour quelqu'un qui hésite. Et mettez un 2FA, c'est un Google Authentificateur qui va générer un mot de passe toutes les 20 secondes, qui va me permettre de sécuriser la plateforme sur laquelle je vais faire mes achats. Ça, c'est des petites astuces aussi qui peuvent aider, plutôt qu'un SMS de confirmation. C'est pas l'idéal. Pour sécuriser, parce que maintenant on voit par exemple des courtiers en ligne très connus pour investir en bourse. Bon, depuis tout à l'heure on cite des noms, mais
pas du tout sponsorisé. Non, pas du tout. Le but, c'est que juste on apporte le maximum de valeur, donc on donne les noms qu'on utilise. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui me demandent est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse en crypto des débutants via justement Binance, Coinex, etc. Ou est-ce que je peux rester sur ma plateforme d'investissement en bourse, Trade Republic, Shares, eToro, etc. qui me proposent donc dans les cryptos. Mais en fait, il y a une différence. Donc c'est qu'on les détient, on les détient pas. C'est complètement, parce qu'en fait, l'aspect le plus sous-estimé après, peu importe où on l'a acheté, finalement, en fait, pour moi, ça change rien parce que, au final, ce qu'il faut faire après avoir acheté, c'est retirer idéalement ces cryptos des plateformes. Comme j'ai expliqué au début, ce sont des plateformes centralisées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une faille de sécurité. Et si quelqu'un arrive à hacker la plateforme, on a eu un cas récemment, on en parlera peut-être après, je suis susceptible de perdre l'ensemble de mes actifs. Moi, j'ai eu quelqu'un qui a perdu 2 ans de DCA, donc dollar cost averaging. On va peut-être parler des stratégies après. Donc, c'est un achat tous les mois. Je crois que c'était $10 000 parce que la plateforme a fermé du jour au lendemain. C'était une plateforme belge, Bit4You, qui est comme un Binance ou un Coinbase ou les autres que j'ai cités, c'est pareil. En fait, peu importe que ce soit en Europe ou autre, ça reste des entités centralisées. Du coup, il y a une faille de sécurité potentielle. Et si je laisse mes cryptos sur ces plateformes-là, en fait, je suis susceptible de les perdre complètement. Donc, sécuriser ces cryptos, c'est essentiel, c'est-à-dire ouvrir, par exemple, un portefeuille et transiter mes cryptos d'une plateforme à un portefeuille qui va m'appartenir. Et en fait, je vais devenir le réel propriétaire de mes cryptos de cette manière-là. Juste avant de revenir sur cet aspect portefeuille qui est hyper important, c'est vrai que quand on entend ça sur les plateformes, ça fait peur à beaucoup de monde de se dire quand je mets mon argent à la banque, j'ai un peu confiance, Société Générale, c'est là depuis 200 ans, etc. Mais c'est vrai que quand je mets sur une plateforme et que j'entends qu'il y a des grosses plateformes comme FTX qui ont fait faillite ou d'autres, je me dis, là j'investis tous les mois, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un du jour au lendemain qui peut hacker ma plateforme et tout me prendre? Maintenant, il y a des plateformes qui sont quand même plus réglementées, plus sécurisées par les autorités, et notamment en France. Notamment Mika, ça a été un peu une réaction à ce qui s'est passé avec FTX, le règlement européen. Donc les gens qui ont fait confiance à FTX le regrettent aujourd'hui. Certains vont récupérer, mais bon, ils ont attendu des années, ce sera probablement pas la totalité. Puis tu avais déjà eu MTGOX, là c'était en 2014. Nous, en Belgique, on a eu Bit4You, il y a même pas 2 ans. Tu as aussi des plateformes comme Celsius qui ont eu des problèmes. Ça, c'est pas une plateforme d'achat, mais c'est une plateforme pour faire travailler tes cryptos. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. On a eu des protocoles aussi. C'est une pyramide de Ponzi, ça, au final. Oui. Un peu les Celsius. Oui. Donc, à chaque fois que je prends un peu plus de risques, déjà que les cryptos, c'est déjà une classe d'actifs qui est quand même, on va dire, on prend déjà un peu plus de risques peut-être que sur de la bourse ou de l'IMO. Donc, autant apprendre à sécuriser mes actifs, surtout que, alors c'est ma croyance, dans quelques années, ça pourrait valoir beaucoup. Parce que je crois en Bitcoin et je crois en l'avenir de ce secteur. Donc, autant se sécuriser directement. Et puis, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, en fait, se sécuriser, il faut comprendre la cryptographie asymétrique. Alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça veut dire ? Toutes les cryptos, elles utilisent une cryptographie. Il y a 2 clés différentes. Quand je possède du Bitcoin, j'ai une clé qui est publique et une clé qui est privée, tout simplement. Par définition, ma clé qui est publique, je vais la partager avec tout le monde autour de moi pour pouvoir recevoir, par exemple, du Bitcoin. Ma clé qui est privée, c'est ma clé sur la blockchain qui dit « je suis bien la propriétaire de ce Bitcoin et donc je peux le dépenser ». Ce qui se passe quand je laisse mes actifs sur une plateforme d'achat, c'est que la plateforme d'achat prend en gestion pour moi, en anglais on dit « custody », mes clés privées pour moi. Et du coup, si la plateforme a un problème, mes cryptos ont un problème. Sur un portefeuille, je redeviens propriétaire en fait, de mes cryptos puisque j'ai accès à mes clés privées. C'est moi qui les gère, je suis ma propre banque. Et donc, quand tu dis un portefeuille, du coup, pour qu'on visualise dans la réalité, donc imaginons, là, j'ouvre un compte chez Binance, Coinhouse, Coinbase, etc. Je commence à investir, je sais pas, 100 € par mois en Bitcoin. Oui. Et au bout de 10 mois, j'ai 1 000 € de Bitcoin. Bon, c'est un peu varié. Et là, je veux les sécuriser, être sûr que ce soit à moi, sur un portefeuille. Comment je fais là ? Alors là, il faut apprendre à faire une transaction. Et ça, c'est vrai que c'est un axe qui n'est pas facile. C'est-à-dire que dès que mes actifs ils sont achetés, ils sont sur ma plateforme et je vais avoir l'option de faire un retrait ou un transfert. Ça dépend selon les plateformes, le mot qui est utilisé. En gros, ça veut dire faire une transaction d'un point A à un point B. Donc, ça va être d'un exchange vers un portefeuille. Il y a 2 familles de portefeuilles. Les portefeuilles qui sont en ligne, 100% gratuits. C'est ce qu'on appelle les hot wallets. MetaMask, Rabi Wallet, Phantom sur Solana. C'est une extension, en quelques secondes, c'est ouvert. Et je peux transiter mes cryptos sur ces portefeuilles-là. Et ça, c'est sécurisé 100% là ? Alors, pas 100% encore. C'est le premier niveau de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mes clés privées, elles sont toujours un peu en ligne avec ces hot wallets-là. Alors que la version que moi, je préfère, il y a encore une version supplémentaire, mais la version que moi, j'utilise beaucoup, c'est les cold wallets, hard wallets. Donc, typiquement, le pionnier français, c'est Ledger. Il y a aussi Trésor aux États-Unis. Il y a aussi Engrave qui est belge. Donc, on a différents niveaux de prix.
et c'est des portefeuilles qui arrivent à la maison sur lesquels je vais mettre un petit code et ça va prouver que c'est bien moi, Morgane en l'occurrence, ou toi Thomas, qui suis occupé de faire une transaction et qui vais signer. Comme une clé USB. Comme une clé USB. Ledger, notamment, il ressemble beaucoup à une clé USB avec un petit câble qu'il faut brancher. Le Trésor, c'est plutôt un petit losange comme ça. Bon, après, il y a différents... Mais il y a des nouveaux Ledger qui sont tactiles, 100%. Donc, il y a des nouvelles versions. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a premier niveau de sécurité hot wallet, mais le niveau idéal, c'est quand même un cold wallet qui va garder offline, on dit en anglais, donc hors ligne, mes clés privées pour moi, et j'y ai accès. Et là, j'ai quand même une forme de sécurité qui est plus importante. Après, moi, je rajoute encore on va dire des critères pour encore renforcer le wallet, mais c'est déjà super si quelqu'un aujourd'hui nous écoute et a acheté des cryptos et qu'il les laisse actuellement sur sa plateforme, qu'il se dise je vais peut-être les transférer sur un portefeuille comme ça, si jamais il y a un souci sur toutes les plateformes qu'on a pu nommer, parce que finalement, on ne sait pas qui demain sera... au moins, moi, je suis safe. Récemment, on a Bybit. Ils ont vécu le plus gros hack des cryptos, plus d'1 milliard en Ethereum. Je crois que c'était le stake Ethereum ou Ethereum, enfin, peu importe. Mais si j'avais laissé mes cryptos, du coup, sur Bybit, j'aurais eu une sueur froide le jour où... Alors, ils essayent de rembourser. On voit qu'ils ont quand même une forme de réactivité qui est positive, mais c'est la preuve qu'il y a un risque. Même si je fais confiance à un exchange qui est là depuis plusieurs années, on ne sait jamais. Donc le portefeuille, c'est l'idéal. Donc les différents niveaux, en fait, on a les courtiers mainstream en bourse, mais en fait, là, quand j'investis dessus, je ne détiens pas vraiment ma crypto. Ils le détiennent pour moi et je fais que répliquer artificiellement le cours. Ensuite, sur les exchanges, là, je détiens ma crypto, mais c'est sur une plateforme et donc, du coup, elle est sensible potentiellement. Elle peut se faire hacker, même si elles sont hyper régulées, etc. Et ensuite, on a du coup les hard wallets. Donc là, en ligne, les MetaMask, etc. Oui. Là, c'est le niveau sécurité déjà plus avancé. Je détiens directement mes cryptos et potentiellement, je peux payer avec et tout ce qui va avec. Oui. Et ensuite, j'ai le cold wallet. Donc là, j'ai vraiment ma petite clé USB ou mon portefeuille. Et dessus, il y a toutes mes cryptos. Mais ça, c'est pareil. On n'a pas après l'aspect de si j'ai 50 000 balles en Bitcoin sur une petite clé USB, de perdre la clé ou autre. Alors, cold wallet et hard wallet, c'est une même... Il y a hot wallet et cold wallet. Okay. En fait, c'est froid et chaud. C'est le plus simple. Mais tu as une autre version qui est le multisig. Et le multisig, là, ça veut dire que c'est pas seulement moi. Ça va, par exemple, être toi et moi et encore une autre personne. On va devoir signer une transaction. Donc ça, c'est pour les grosses sociétés qui ont beaucoup de crypto. Comme Ledger, par exemple. Par exemple. Alors, le Ledger n'est pas multisig, par exemple, mais c'est une société qui, par exemple... tu vois, il faudrait que je voie dans la trésor de Ledger s'ils ont du Bitcoin, mais ça va plutôt être un MicroStrategy, par exemple, qui a acheté tellement de crypto. À mon avis, il y a du multisig. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas être la seule personne à prendre des décisions. Ça va être plusieurs personnes. Bybit, d'ailleurs, le hack, il y avait plusieurs personnes qui ont quand même accepté une mauvaise transaction. Enfin, peu importe. Mais normalement, c'est le niveau supérieur. Mais par contre, tu as bien synthétisé, c'est les hot wallets, les cold wallets et les multisig. Par contre, au niveau des cold wallets, tu avais dit quelque chose juste avant. C'était... MetaMask, etc. Non, si je perds la clé USB, c'est ça? Ah oui, pardon. Oui, voilà. ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on a souvent un peu le style de dire oui, j'ai 50 000 € sur une clé USB. Est-ce que c'est pas risqué aussi au final d'avoir tout ça? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu ouvres en fait un portefeuille, tu vas recevoir une liste de mots. Ça va être 24 mots. Sur les hot wallets, ça va être seulement 12 mots en général. Et ces mots, ils te donnent accès à quoi? À ta fameuse clé privée dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Donc en fait, c'est la gestion des clés privées qui est un peu plus difficile quand on a un portefeuille parce qu'on est responsable de notre argent. Ça dépend de nous et de notre façon de gérer ces 24 mots. Sur Ledger, par exemple, tu peux mettre un 25e mot. Moi, ce que je recommande, c'est faire 3 exemplaires en écrit, pas en mail, pas en photo, parce qu'en fait, un hacker qui sait que vous avez des cryptos, il peut facilement avoir accès à vos mails ou à votre portable. Et s'il trouve les 24 mots, il peut vider votre portefeuille. C'est aussi simple que ça. Donc, on fait 3 versions écrites, idéalement écrites sur un papier, et on les met un chez papa-maman, un chez le notaire, un à la maison. Enfin, chacun doit trouver un peu 3 endroits qu'il trouve sécurisés. Et comme ça, au moins, mes mots de passe sont mis... C'est un peu la stratégie des Horcruxes d'Harry Potter, de diviser en plusieurs tous les mots qu'on met à droite à gauche pour être sûr qu'ils ne soient pas centralisés à un endroit. Voilà, c'est ça, c'est la décentralisation qui amène une sécurité renforcée. Voilà. Okay. Ça, c'est la bonne gestion d'un portefeuille. Ne pas cliquer sur un NFT que je n'ai pas demandé, parce qu'en fait, on reçoit des NFT qu'on n'a pas demandé. C'est des tentatives d'avoir accès à notre portefeuille aussi. Voilà, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place et des mises à jour très fréquemment. Donc, même si vous ne regardez pas votre portefeuille chaque mois, regardez s'il n'y a pas une mise à jour. Et surtout, avant de faire une transaction, synchronisez votre portefeuille.
Au final, c'est vraiment la liberté qui est poussée au plus loin du plus loin. Mais du coup, ça amène aussi la responsabilité parce que je suis pleinement libre de mon argent. Il n'y a personne qui le contrôle. Je peux le payer comme je veux. C'est décentralisé. Mais du coup, j'en suis pleinement responsable sur la sécurité. C'est moi qui est responsable des mots, des 24 mots, de ne pas les oublier, de bien les disperser de partout. Et sinon, je peux me faire hacker, très clairement. Complètement. La liberté, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ça amène une forme de responsabilité qui nous remet en fait vraiment premier passager dans une voiture. En fait, on est au volant. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on utilise des monnaies fiduciaires. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas combien d'argent est écrit chaque jour, on ne sait pas où l'argent va. Là, effectivement, c'est tout l'inverse. Et c'est pour ça, je pense que certaines personnes ne veulent pas se rentrer dans cet écosystème parce qu'en fait, une fois qu'elles réalisent tout ce qu'il faut faire, alors qu'en fait, une fois qu'on sait, après, c'est quand même assez facile. Mais c'est vrai qu'au départ, on doit apprendre des notions qu'on n'a jamais vues auparavant. Faire une transaction, ça fait un peur. wallet. Voilà. Bon, après, c'est pour ça que je suis là, ou que d'autres personnes comme moi sont là, parce qu'on vulgarise. Et en fait, on aide des personnes. Moi, je me suis dit en 2021, quand j'étais derrière mon PC et que pour la première fois, je devais acheter ma première crypto, je ne savais pas sur quel site je devais aller. Enfin, rien n'était clair. J'ai dû faire des recherches. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est pour transmettre en fait mon expérience, parce que je sais que certaines personnes ne le feront pas tout seules. Maintenant, si je me place du point de vue d'un investisseur aussi, du coup, par exemple, moi, j'ai déjà investi en immobilier, un peu en bourse, et maintenant, j'ai envie de diversifier et dynamiser mon patrimoine et d'acheter des crypto-monnaies. C'est quoi un peu les stratégies d'investissement pour débuter et même sur le long terme à préconiser sur l'univers des crypto-monnaies? S'il y en a une, parce que on sait qu'on ne peut pas faire de stratégie généraliste, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais c'est quoi? Ceci n'est pas un conseil d'investissement, effectivement. Après, je partage toujours ce que moi j'ai expérimenté et qui peut être intéressant. Je dirais la première chose, c'est l'automatisation. En fait, vous allez vous enlever tout le stress, toutes les émotions, si vous pouvez automatiser. Alors, on va automatiser quoi? Je vais parler de 3 stratégies. La première, ça va être le DCA, Dollar Cost Averaging, donc assez connu des gens qui investissent peut-être en bourse. On achète un actif, peu importe son prix, à une fréquence qui est toujours la même, un intervalle qui est toujours idem. 1 fois par mois, 2 fois par mois, tous les jours de la semaine, si on a un moment où on veut acheter beaucoup. Et en fait, on va espacer notre achat et ça va lisser, puisqu'on achète quand ça monte, on achète quand ça descend. C'est très volatile chez nous. Vu qu'on ne peut pas timer le marché, autant s'économiser, on va dire, le fait d'essayer de trouver le bon point d'entrée. On fait un DCA assez simple. Et idéalement, sur le long terme, ça peut vraiment être super intéressant. C'est quoi juste la fréquence idéale que tu dirais pour le DCA? Parce qu'en bourse, par exemple, on préconise souvent d'acheter tous les mois. Mais vu que là, c'est beaucoup plus volatile, est-ce qu'il faut que le DCA soit plus fréquent? Ça va dépendre plutôt du profil d'investisseur. J'ai l'impression que ça va dépendre de quel actif on va acheter et où on est dans le cycle. Parce qu'en fait, si je suis en bear market, donc tout est calme pendant 2-3 ans, 1 fois par mois, 2 fois par mois, ça peut être bien. Si je suis déjà dans une montée, dans ce qu'on appelle un bull run, et que j'ai envie de me positionner au cas où il se passe quelque chose, je vais peut-être prendre une fréquence qui est un petit peu plus élevée. Donc, ça dépend. Ça dépend, mais c'est vrai que c'est nous qui devons choisir l'intervalle qu'on va en fait choisir pour acheter notre actif. On peut le faire sur plusieurs actifs en même temps, notamment sur les plateformes. C'est pour ça que les plateformes, elles sont quand même utiles, les centralized exchange dont on a parlé, parce qu'elles permettent d'acheter facilement et d'automatiser surtout des achats, notamment en DCA. Coinbase, Binance, elles le proposent la plupart toutes. Et ça, c'est une manière de se déstresser et de se dire, j'achète peu importe ce qui se passe, et je regarderai mon portefeuille. Alors, n'oubliez pas de sécuriser après. Ça, c'est le petit... on n'oublie pas les 24 mots aussi. On n'oublie pas les 24 mots, 3 exemplaires différents. Alors, la deuxième stratégie, ce serait l'ordre limite. Ça, c'est mon petit, je ne sais pas comment l'appeler, mais le côté un peu magique de l'automatisation dans les cryptos, c'est que, vu qu'on sait que c'est volatile et qu'on ne sait pas si ça va monter ou descendre la plupart du temps, en fait, moi, je pars toujours du principe que ça peut descendre. Et du coup, je vais mettre des ordres précis d'achat à des niveaux précis, qui sont souvent plus bas. Évidemment, je peux le faire à l'inverse aussi. Pour reprendre une partie de mon profit, par exemple, tout comme le DCA, je peux le faire à l'achat et je peux le faire à la revente. Ça, c'est important de le spécifier. Mais donc, l'ordre limite, c'est sur un exchange. Alors, c'est souvent dans la partie trading, c'est pas sur les interfaces classiques. Mais ça vous permet, si aujourd'hui le Bitcoin pour vous, il est un peu trop cher, puisque c'est vrai qu'il a quand même monté, vous pouvez descendre de 5, 10, 15, 20, 25%, voire même 30% si vous pensez qu'il pourrait descendre, et vous mettez une partie de votre capital, au lieu de l'injecter tout de suite, vous le mettez un peu plus bas. Et vous pouvez mettre plusieurs petits ordres limites comme ça, sur une plateforme. Donc ça achètera, peu importe que je sois derrière mon PC ou pas. Et ça, c'est vraiment aussi de nouveau une astuce qui peut quand même beaucoup aider. Voilà, à l'achat comme à la revente.
Et la troisième, c'est le meilleur des deux mondes. On fait les deux. On fait un DCA, donc par exemple, on va dire 2 fois par mois, les bimensuels. C'est l'exemple que je prends beaucoup dans mes conférences gratuites en ligne. Et ensuite, je vais mettre des ordres limites par actif. 4 ou 5 en général, peut-être 5, c'est le maximum que j'ai remarqué sur un Binance, par exemple. Donc, par exemple, tu peux dire... si Bitcoin touche 50 000, 55 000, vu que je dis que c'est bas, bah, j'achète. J'achète en continu, mais dès lors que par exemple on passe 80 000, je vends plutôt en continu et ça me permet en fait d'avoir une sécurité comme ça. Complètement. Alors on n'est pas obligé de vendre, attention taxation, si Ouais. on passe en euros. Flat tax. Flat tax pour les Français, 30% sur la plus-value. Ou il y a aussi le barème progressif de l'impôt sur les revenus pour les Français, si c'est dans le cas de votre gestion privée, que vous êtes une personne particulière, là c'est 11 à 48. Mais voilà, en général, ça va être la flat tax. Mais effectivement, taxation si on passe en euros. Donc, on peut éventuellement utiliser ce qu'on appelle les stablecoins. Donc, dans la sous-catégorie des altcoins, donc il y a Bitcoin, les cryptos et le troisième, c'était la blockchain que tu m'avais demandé. Ouais. Mais en fait, il y a des sous-catégories des altcoins et il y a les stablecoins dans les cryptos, en fait, les autres cryptos que Bitcoin. Ce sont des cryptos qui ont pour vocation de rester assez stables en termes de prix. Et souvent, elles vont être liées, pégées, on va dire en anglais, au dollar, à l'euro, à l'or. Le Pax Gold, par exemple, il va suivre le cours de l'or. Et tu vois, dernièrement, l'or, il s'est quand même bien comporté. Donc, les gens qui avaient pas mal mis, par exemple, une partie en stablecoin du Pax Gold, bah, ça a monté. Tu as l'USDT ou l'USDC, qui sont 2 stablecoins qui vont suivre le cours du dollar. Et puis là, la nouveauté de Circle, de nouveau, c'est un EURC qui va, lui, suivre le cours de l'euro. Et ce qui est bien, c'est qu'il est MiCA compliant. L'USDC et le URC, ils respectent la réglementation MiCA, ce qui n'est pas le cas pour l'instant de l'USDT, le Alors que c'est le plus Tether, connu. alors que c'est le premier en termes de capitalisation. Mais bon, on va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont changer d'avis? Est-ce qu'ils vont essayer d'être compliant? Parce qu'ils savent qu'ils ont une forme de monopole. Et les gens ne pensaient pas que l'USDC allait autant se développer suite à MiCA. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent quand même sur l'USDC parce que, notamment, Coinbase, mais Binance, il y a un délistage, en fait, pur et simple, de ce stablecoin USDT. Donc, en fait, on ne peut même plus, nous, en tant qu'Européens, aller l'acheter sur ces plateformes-là. Donc, je peux faire une stratégie au final où j'investis en crypto, en Bitcoin ou autre. Oui. Et je vais faire mon DCA. Passer un certain stade, je peux encaisser mes profits. On peut mettre aussi des limit orders sur les deux. Et quand j'encaisse mes profits, plutôt que de me dire je passe mon Bitcoin à l'euro et je vais me prendre, par exemple en France, 30% de flat tax ou autre, je passe de Bitcoin à un stablecoin qui va être indexé sur le dollar, l'euro, l'or. Ça me permet de sécuriser ma plus-value et en même temps de ne pas être imposé et potentiellement pouvoir la réinvestir en fait plus tard quand ça rebaisse. C'est le but. Okay. En fait, c'est vraiment une stratégie pour quelqu'un qui veut pas repasser en euros, qui a une vision long terme et qui, en fait, sait qu'à un moment, le marché va retracer parce que c'est... On parle de volatilité, mais du coup, effectivement, après une grosse montée, forcément, à un moment, on va quand même descendre. On ne sait pas jusqu'où, mais à ce moment-là, ça vaut vraiment le coup de réaccumuler, par exemple, un actif comme le Bitcoin et le garder sur le long terme. Alors attention, ce n'est pas des stratégies qui sont bonnes pour tout le monde. C'était vraiment juste pour expliquer que oui, on peut acheter maintenant tout de suite au marché. C'est un ordre au market, on appelle ça. Et je pars avec mon capital de départ, mais je peux aussi très bien automatiser ou faire en manuel un DCA ou des ordres limites. C'est des petites astuces pour certains profils qui veulent un peu optimiser, qui existent et qui sont à notre disposition. Là, on a beaucoup parlé de Bitcoin. Moi, si je veux investir sur le long terme en crypto-monnaie, il vaut mieux que je me concentre plutôt que sur Bitcoin, ou est-ce que les altcoins, il y a des choses intéressantes, ou tu penses que c'est très risqué pour quelqu'un qui veut juste investir sur le long terme comme ça? Je pense que sur le long terme, en fait, Bitcoin, c'est notre garantie, c'est notre sécurité parce qu'il nous a déjà prouvé sur 16 ans en fait, le potentiel qu'il avait. Les estimations sur Bitcoin, ne serait-ce que pour cette année, alors on va voir ceux qui ont fait des prédictions de 250 000, 300 000, est-ce qu'il va aller les chercher ou pas? On va voir, il y a plein de choses qui se passent avec Trump, les taxes douanières, etc. Mais c'est vrai que sur le long terme, par contre, moi, je trouve qu'effectivement, imaginez... un montant à 7 chiffres au-delà même pour un Bitcoin en 2030, ça ne me paraît pas fou, vu l'adoption qui est en cours. Si on a une réserve stratégique aux États-Unis qui va ensuite être copiée par d'autres pays, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'achats de Bitcoin. Et ça ne me paraît pas incroyable, l'offre et la demande. On a une offre qui est limitée de 21 millions. On a des États, peut-être des entreprises qui vont venir avec 1% de leur trésorerie acheter des milliards de Bitcoin. Enfin, je veux dire, à un moment, Bitcoin, il va réagir. Donc sur le long terme, effectivement, je trouve que c'est quand même une sécurité. Et je pense que la plupart des gens... en tout cas les profils qui veulent se diversifier un petit peu, qui sont bons pères de famille, juste Bitcoin, c'est bien assez. Enfin, il y en a pour qui c'est pas nécessaire d'aller chercher
encore plus de risques. Après, si on a une tolérance au risque. Donc là, de nouveau, c'est une question de profil d'investisseur. Si j'ai une tolérance au risque qui est plus ouverte, alors là, je peux commencer à me dire je vais peut-être un peu me diversifier et acheter quelques altcoins, quelques cryptos, et je vais voir les secteurs qui me parlent le plus. Mais c'est vrai que pour le long terme, je resterai plutôt sur un Bitcoin. Parce que là, sur les altcoins, après, comme tu as dit, il y en a vraiment des milliers et des milliers. Et c'est compliqué. En fait, il y a des projets qui peuvent émerger maintenant, dans un an faire faillite. On ne sait pas trop. Bon, il y a quand même des projets qui sont beaucoup plus gros maintenant, tout ce qui est Ethereum, Solana ou autre. Mais d'autres où ça reste un problème. Par exemple, c'est bien que tu me donnes ces exemples-là. C'est deux concurrents. Ethereum et Solana. Donc, est-ce qu'il y en a un qui va gagner sur l'autre? Scalabilité, rapidité. Voilà, et puis tu en as plein, tu as Sui, en fait, on a tellement de projets qui sont effectivement dans les mêmes catégories. Moi, ce que je crois, c'est que Bitcoin va rester Bitcoin. La reine des cryptos, la toute première, cette sécurité, cette espèce d'or digital, en fait, il porte bien son nom, la rareté, etc. Puis à côté, on aurait potentiellement, dans le futur, je me projette, des GAFAM sur la blockchain. C'est-à-dire qu'on aura peut-être 4-5 projets qui vont faire une adoption mondiale, donc le réseau social de demain, le métaverse de demain, directement sur la blockchain, avec des gens qui ne comprendront même pas peut-être qu'ils utilisent en fait une application décentralisée avec des smart contracts. Eux, ils auront gagné. Est-ce que ces blockchains qui vont développer ça existent déjà? Je ne sais pas. Et alors, chercher la crypto sur la blockchain qui va réussir, c'est encore plus compliqué. Donc peut-être qu'elle n'existe même pas encore. Ces gros projets qui vont... Maintenant, il y a des potentialités, mais pour l'instant, c'est vrai que ça reste des... Mais c'est ce que je verrai, moi, pour plus tard. Il y aura Bitcoin, et puis il y aura quelques projets qui vont vraiment se démarquer, qui seront décentralisés, qui nous permettront de rester propriétaires de notre argent, de nos données, d'avoir une forme de transparence. Et ce sera, le réseau social de demain. Ou je pense que le métaverse, toutes ces choses-là, on n'en parle plus trop en ce moment. C'est plus trop tendance. Et pourtant, je pense que dans l'avenir, ça va arriver. D'ailleurs, tu as parlé des GAFAM. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, etc., pourraient eux-mêmes se lancer leur propre crypto-monnaie? On voit par exemple Meta qui avait essayé avec le Libra, il me semble, il y a plusieurs années. Est-ce que, par exemple, si Apple intégrait leur propre crypto-monnaie qu'on pouvait changer d'iPhone à iPhone, ça pourrait pas être des trucs qui viennent de casser le marché complètement, quoi? Complètement. En fait, ils ne vont pas avoir le choix. En fait, ils ont compris qu'il faut s'adapter. Moi, j'ai été à Abu Dhabi à la dernière conférence Bitcoin, les grosses conférences. Il y avait Eric Trump qui était là, il y avait CZ de Binance. Et effectivement, CZ, le fondateur de Binance, il a dit lui-même, toutes les sociétés qui ne se mettront pas en fait, au pas vont disparaître parce que en fait, c'est une nouvelle manière de faire et soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Et je pense que, alors peut-être pas toutes, mais quand je prends le cas par exemple de Microsoft, Microsoft travaille déjà avec des projets blockchain. Notamment pour un jeu qu'ils avaient mis à disposition du public, ils ont choisi Engine, qui est un projet crypto. C'est des gens qui viennent du monde traditionnel, qui ont basculé sur la blockchain, et ils ont la confiance quand même d'un Bill Gates. C'est quand même intéressant. Tu as aussi de plus en plus... Facebook Meta a essayé le métaverse, le Libra. Malheureusement, ils ont eu plusieurs tentatives qui ont échoué. Ils essayent. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que ce serait une bonne chose? C'est autre chose. Tu vois. Est-ce qu'ils vont adopter, je pense, ces technologies? Oui, ils vont essayer au maximum. Mais effectivement, est-ce qu'on a envie qu'une entité centralisée nous donne quelque chose qui est censé être décentralisé, où on est de personne à personne, où on n'a pas de CEO, on n'a pas... Ça risque quand même d'être compliqué. Un Google, par exemple, tu as Brave qui existe, qui est la version, en fait... Donc, je peux faire des recherches sur Brave, et c'est la version sur la blockchain directement, blockchain d'Ethereum. Donc, tu as déjà des projets. Ils ne sont pas encore adoptés, évidemment, puisque les cryptos, c'est encore une niche. Même si ça commence, 10% ou 12%, je crois, des Français. Chez nous, en Belgique, on est à 10%. Donc, ça commence petit à petit. Aux États-Unis, ça commence à exploser. Mais c'est les prémices, en fait. Et ça va être intéressant de regarder jusqu'où on va aller. Et au-delà de Bitcoin, je pense quelques gros projets comme ça qui pourront peut-être se développer. Peut-être qu'un Microsoft arrivera à trouver des ramifications dans notre secteur. Mais je pense que c'est plutôt des développeurs qui travaillent dans les GAFAM d'aujourd'hui, qui vont faire le basculement et développer quelque chose avec des développeurs sur la blockchain en version, tu vois, directement. C'est ce que des gens à Silicon Valley un peu. Oui, c'est ce que j'ai l'impression qui pourrait arriver. Des esprits brillants qui comprennent ce qui fonctionne et qui vont simplement s'intéresser à la blockchain et qui vont créer et innover parce qu'il y a une possibilité d'innovation chez nous qui est géniale.
Parce que, comme tu disais, après, il y a un risque de centralisation. Et au final, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, il me semble que Facebook, avec le Libra, ça avait été bloqué par les gouvernements, non pour, Oui. ouais. Bah, le risque maintenant, c'est que... Enfin, c'est que maintenant, avec Trump qui est au pouvoir pendant 4 ans, il va peut-être faire passer des lois qui vont être beaucoup plus ouvertes. Et du coup, Mark Zuckerberg va probablement retenter des choses. Bon, on verra. Maintenant, il va peut-être plutôt prendre une crypto qui existe et les intégrer. Tu vois, par exemple, un Elon Musk, ce serait pas délirant qu'il accepte un moment sur Twitter un paiement avec une crypto. Je le vois bien faire ça du jour au lendemain. Donc, au final, on a Telegram, ils ont leur crypto. Alors, c'est pas leur crypto directement, mais c'est une équipe qui a repris l'idée qu'ils avaient eue de créer leur propre coin, Toncoin. Enfin, donc, tu as plein de réseaux, effectivement, qui essayent déjà d'avoir au moins leur propre crypto. Peut-être pas leur propre bloc. Enfin, voilà, ça dépend un petit peu. Et qu'est-ce qui empêche demain, au final, un État, l'Union européenne, les États-Unis, etc., de créer leur propre crypto-monnaie, leur propre blockchain et au final de revenir à un modèle comme c'est actuellement, mais sauf que là, ça serait via une blockchain que ça serait échangé. Je pense que c'est ce qui va se passer avec l'euro digital. C'est exactement ça, c'est qu'on aura la même Ils chose. veulent contrôler au final. En fait, on va être encore plus soumis à le fait de pouvoir saisir notre argent, de voir qu'est-ce qu'on fait, et on va être puni quand on va faire quelque chose que l'État ne voudra pas. Il va nous empêcher d'utiliser notre argent dans certains cas. Et c'est là où je pense qu'avoir une alternative qui nous permet en fait de posséder réellement notre argent sans avoir d'organes auxquels je dois demander une permission pour faire un transfert, c'est quand même quelque chose qui va devenir, je pense, de plus en plus intéressant pour beaucoup de monde. C'est vrai qu'il va y avoir de gros challenges sur ça, sur la réglementation, la régulation. Parce que, on le voit, par exemple, avec l'IA, l'Europe, elle régule déjà à fond. Donc, jamais, je pense que les crypto-monnaies pourraient débarquer massivement sans qu'ils régulent tout ce qui est avec. Est-ce que ça ne peut pas toucher aussi des enjeux en fait? Est-ce que les gouvernements ne peuvent pas casser le marché du jour au lendemain en réglementant tout et en prenant la main sur, au final, le marché des crypto-monnaies, en régulant Je pense qu'il y a des États qui ont essayé d'arrêter notamment Bitcoin. Je vais prendre Bitcoin parce que c'est la première crypto, donc l'historique est plus grand. Chine, il y a eu plein de tentatives. Et ils se sont rendus compte que technologiquement, c'est très compliqué d'arrêter Bitcoin, puisqu'il ne dépend pas d'un État, il ne dépend pas d'un territoire. Donc en fait, on ne peut pas l'arrêter. Par contre, ils peuvent mettre en place des incentives qui vont faire qu'on va avoir du mal à avoir accès au Bitcoin ou à le posséder, etc., etc. Mais par contre, ils ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter, donc maintenant, ils essaient de réguler. Notamment en Europe. En Europe, c'est quand même très... ils essayent avec Mika des très régulation. Aux États-Unis, ils commencent à être un peu plus ouverts. Mais effectivement, ça aura un impact parce que... Moi, je crois qu'il y a 2 dimensions. Il y a tous ceux qui me disaient, et je l'ai vu ces derniers mois, dernières semaines, qui me disaient, moi, j'attends qu'il y ait un règlement, quelque chose de très clair au niveau de la loi, et je vais me lancer. Et du coup, rien qu'avec Mika, j'ai eu des profils qui sont venus chez moi et je pensais jamais qu'ils voudraient se lancer en crypto parce qu'ils étaient très immobiliers ou très un peu à l'ancienne, ce qui fonctionne depuis des centaines d'années. Et là, ils se sont lancés quand même en crypto. Donc, comme quoi, je pense que la législation peut rassurer certaines personnes. Par contre, ça peut étouffer l'innovation puisque si je mets des critères qui sont trop hauts pour créer ma propre crypto, pour créer mon propre projet. Là, maintenant, c'est vrai que si on veut, par exemple, créer son propre meme coin, par exemple, toi, Thomas, si tu veux créer ton propre meme coin et que c'est pour plus d'1 million, que tu vas générer pour plus d'1 million de tes cryptos sur 12 mois, tu dois effectivement envoyer ton livre blanc à l'autorité de régulation qui va avoir 20 jours pour te dire si oui ou non. Enfin, c'est tout un... Effectivement, ça commence à... Donc, ça peut avoir les 2 effets. Maintenant, je pense que en 2030, tout ça n'aura aucun... C'est ma croyance, je ne pense pas que ça aura vraiment un impact. Je pense que là, maintenant, sur le court terme, il faut s'habituer. Mais si, au final, ça peut permettre que plus de gens s'y intéressent et commencent à se lancer... Parce qu'en fait, il y a aussi... quand je suis 100% en décentralisation, je ne dépends pas d'un État. Si je suis sur un DEX au lieu d'un centralized exchange, il y a aussi la version décentralisée, directement sur la blockchain. Et là, en fait, si j'achète et j'échange des cryptos, on ne peut pas techniquement venir me les saisir. Donc, tu vois, il restera toujours ce monde 100% décentralisé qui est utilisé par très peu de monde parce qu'ils ne le connaissent pas. Et puis, il y a les spéculateurs et les gens qui investissent aussi simplement sur ces cryptos. Mais il y a vraiment c'est aussi une forme de liberté et d'être souverain de son argent, finalement. Bitcoin et peut-être certaines cryptos pour certains profils. Voilà. Mais la réglementation, oui, je pense que là, on ne peut pas y échapper selon où on habite. J'ai des gens que je connais qui ont décidé de ne plus être américains à l'époque, parce qu'avec la SEC, etc., et qui sont expatriés au Portugal, parce que c'est très ouvert. Donc, effectivement, bon.
Il faut voir selon où on habite et quel est notre projet et à quel point on veut être libre. En fait, c'est ça. Hein. Le Bitcoin, c'est ça, c'est un signe de liberté. Et tout cet écosystème, c'est ça qui prône. Donc, on espère rester un maximum libre, malgré... C'est hyper intéressant. On voit que tu es passionné par le sujet en plus et tu vulgarises ça super bien. Et en fait, on comprend que, un peu comme l'intelligence artificielle, par exemple, ça évolue tellement vite et on sait qu'il va y avoir des applicatifs énormes dans le futur, que ça va créer deux camps vraiment entre ceux qui ont réussi à s'éduquer sur le sujet et à suivre un peu la tendance, même si c'est dur, que ce soit sur les cryptos, l'IA, etc., et ceux qui le laissent de côté. Donc, pour quelqu'un, un débutant qui voudrait commencer à s'y intéresser, pour se former, est-ce que tu as des ressources? Déjà, te suivre sur LinkedIn, bien sûr, je mettrai le lien en description. Mais est-ce que, par exemple, il y a un livre, toi, que tu préconiserais ou quelque chose comme ça? Alors moi, c'est vrai que j'en ai plusieurs des livres. En fait, ça dépend qu'est-ce qui nous intéresse. Moi, il y a par exemple un personnage que j'aime beaucoup, pour ceux qui lisent en anglais. Je crois qu'il doit y avoir une traduction en français. C'est Andrea Antonopoulos, qui a écrit, alors je crois que c'est Mastering Bitcoin, si je ne me trompe pas. Okay. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le b.a.-ba du Bitcoin. On a La guerre des blocs de Ludovic Lars, si je ne me trompe pas, et ça c'est sur la taille des blocs, à quel point la communauté n'était pas d'accord d'augmenter la taille des blocs sur Bitcoin, entre les développeurs, les mineurs, enfin il y a eu tout un... Ça c'est aussi passionnant quand on s'intéresse à Bitcoin de comprendre ces subtilités-là. Il y a Pamela Morgan, en anglais aussi, qui a écrit La succession avec les cryptoactifs. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on veut céder? Je trouve ça intéressant de s'intéresser aussi à l'aspect succession, par exemple. Donc j'en ai pas mal, j'ai une liste de 15. Il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit mail, je réponds. Mais effectivement, sinon, c'est se tenir au courant. Et il y a beaucoup, aujourd'hui, on a la chance. Il y a YouTube. En fait, on peut quand même trouver beaucoup de contenu aussi. Moi, j'aime bien regarder notamment des conférences. Plusieurs personnes qui sont en fait, donc ça peut être en ligne, qui sont des bons vulgarisateurs. Au départ, en tout cas, quand on démarre, ça peut vraiment aider à comprendre les concepts. Parce que c'est vrai que rien que la décentralisation, les mots la cryptographie, c'est vrai que c'est pas facile au début. Mais après, à force En fait, moi, je pense que ce qui fonctionne bien, ce qui a fonctionné pour moi, c'est de mélanger les sources d'informations. Ouais, et en fait, après, on les digère mieux. Et ensuite, après, on peut les expliquer à quelqu'un. Et en fait, c'est là où je trouve que ça prend vraiment sens. Je suis d'accord. Et je pense que même sur les finances personnelles, moi je partage du contenu ou autre, mais je pense que c'est bien d'avoir pas une source d'information, pas une seule personne, et d'aller voir un peu confronter différents points de vue pour pas s'embarquer en fait, parce que quand on suit juste une personne, on peut être embarqué dans la vision de cette personne. Et donc je mettrai le lien en tout cas de ton LinkedIn pour ceux qui veulent te suivre. Est-ce que tu as d'autres canaux que tu veux que je mette en description pour j'ai ceux LinkedIn et Twitter. Twitter qui je me suis mise récemment parce qu'on m'a dit avec les cryptos, tu devrais quand même être sur Twitter. Twitter, c'est très actif en crypto. Donc mais c'est plutôt LinkedIn, effectivement, et ma newsletter gratuite. En fait, j'écris chaque semaine. J'essaye de tenir un peu au courant les gens. Donc ça, c'est les manières de rester en contact avec moi. Je mettrai en description ta newsletter, comme ça pour ceux qui veulent te suivre, et LinkedIn. Sur YouTube, moi, je le connais même pas personnellement, mais je trouve que Owen Simonin, Asher, il fait du très très bon travail pour ça, pour démocratiser. Et aussi la liste de tous les livres que tu as pu citer. Écoute, un grand merci à toi. En fait, c'était un plaisir de pouvoir échanger. Je suis sûr qu'on a apporté beaucoup de valeur. Est-ce que pour terminer, pour le mot de la fin, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait se lancer demain dans les crypto-monnaies, un petit conseil, par quoi commencer? Les petits pas. Vraiment, il y a la magie des petits pas. Moi, j'ai commencé tout petit, même au niveau capital. C'est que quand j'ai pris un peu plus de connaissances, qu'en fait, j'ai commencé à mettre plus d'argent parce que j'étais plus à l'aise. Donc, commencer petit, on peut commencer avec 1 euro, avec 10 euros. Regardez ce que ça vous fait. Essayez d'apprendre à vous connaître parce qu'on ne réagit pas tous de la même manière. On n'est pas tous les mêmes face à l'investissement, face aussi au niveau de connaissance dont on a besoin pour passer le pas. J'ai remarqué que des gens ont besoin de beaucoup d'informations. D'autres, un peu plus comme moi, on prend une info, puis on y va, puis on test and learn. Chacun son rythme et c'est OK. Cet écosystème, il est ouvert, il est là pour tout le monde. Il y a une raison. Intéressez-vous, creusez et peut-être que vous allez tomber amoureux de cet écosystème comme moi. Voilà. Super passionnant. Je mettrai tous les liens en description. Encore merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.